La Russie a de nouveau utilisé la carte du nucléaire pour tenter de peser dans le jeu diplomatique. L'armée russe a annoncé avoir débuté des exercices avec l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Des exercices qui ont lieu près de l'Ukraine, ça change tout. Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant justement à Moscou en Russie. On nous dit aussi que tout cela a été directement commandé par Vladimir Poutine lui-même depuis un moment. Bonjour, oui, alors c'était même la une du journal télévisé hier soir, sur la première chaîne sur PRV Canal. Alors, ces exercices ont été ordonnés, vous avez raison, c'est un point très important. Ils ont été décidés non pas par le chef d'état-major ou par le ministère de la Défense, mais par le président russe, Vladimir Poutine lui-même, en réponse, dit-il, aux déclarations hostiles des dirigeants occidentaux. Et là, ce sont très clairement les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui sont ciblés. Alors attention, il va y avoir des exercices militaires avec simulation de frappe nucléaire, mais les Russes ne vont pas lancer des bombes nucléaires pour les tester. Ce qui est vérifié, c'est l'état du matériel, les liaisons, la chaîne de commandement, ce genre de choses. D'ailleurs, par parenthèse, on apprenait hier dans la soirée que l'armée biélorusse va aussi participer à une partie de ces entraînements, étant donné que désormais la Biélorussie héberge une partie de l'arsenal nucléaire russe sur son territoire. Alors il y a déjà eu des exercices du même type avec simulation de frappe nucléaire dans l'extrême-orient russe l'an dernier, donc c'était vraiment dans l'est du pays. Là, la grosse différence, c'est que cet entraînement va se dérouler dans ce qu'on appelle le district militaire sud, c'est-à-dire tout près de l'Ukraine, même si la localisation exacte est tenue secrète pour l'instant. Merci beaucoup Jérôme Garraud, correspondant de LCI et TF1 en Russie. François, effectivement, il y a le mot nucléaire dans ces exercices, donc forcément, ça nous interpelle. Il n'y a pas plus de raison de s'inquiéter que ça, puisqu'en fait, ces exercices sont relativement habituels. Et encore une fois, le nucléaire n'est pas utilisé à proprement parler, comme l'a dit Jérôme Garraud à l'instant. Alors, il y a deux raisons de ne pas s'inquiéter. D'abord parce que nous aussi, on a exactement les mêmes genres d'exercices, sauf qu'on n'a pas l'arme nucléaire tactique. Nous, on a l'arme nucléaire stratégique. Mais j'allais dire, cette arme-là nécessite des entraînements réguliers au fonctionnement de l'arme. Alors, en principe, on est censé prévenir, dans un cadre normal, ses partenaires, ses voisins, de toute manœuvre militaire. La différence, c'est que sur ce terrain précisément du nucléaire, c'est effectivement plus compliqué. Et en plus, il n'y a pas de traité international qui régit non seulement l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, mais également de tout ce qui va avec, c'est-à-dire notamment les entraînements, les simulations, etc. Et donc, à la limite, c'est presque assez rassurant de savoir que Vladimir Poutine dit qu'il va faire cette simulation, et puis qu'on apprenne qu'elle se fasse, parce qu'il n'était pas obligé de le dire. Et là, ça aurait été peut-être beaucoup plus suspect de s'apercevoir par photosatellite qu'il y avait un regroupement de forces dont on sait très bien qu'elles appartiennent à des bataillons de déploiement de l'arme nucléaire tactique. On se serait peut-être davantage inquiété. Encore une fois, l'inquiétude, elle ne doit pas être chez nous. L'inquiétude, elle doit être du côté russe, de savoir que un président, leur président, est capable d'envisager d'aller jusqu'à ce genre d'extrémité, c'est-à-dire de dire « nous nous sentons menacés à un point tel qu'il faille aujourd'hui dire publiquement que nous allons faire en réponse, en rétorsion, en représailles, des exercices de simulation de l'arme nucléaire tactique ». La peur peut-être dans le camp russe, en effet, c'est ce que pense également Pierre Servan, écoutez. On est vraiment dans une gesticulation assez classique du côté des Russes qui consiste à essayer de faire peur à l'Occident. Avec toute une mise en scène d'exercices qui sont classiques dans ce registre. Moi, je traduis ça comme étant plutôt de la part du Kremlin une certaine anxiété. Et la seconde raison, c'est que le Kremlin sait que dans nos pays, qui sont des pays pacifiques, des pays démocratiques, le nucléaire, Hiroshima, Nagasaki, ça fait peur à tout le monde. Oui, parce qu'en fait, le nucléaire, c'est un peu son seul argument de vente aujourd'hui à la Russie. Elle ne peut pas vraiment faire, j'allais dire, pression avec autre chose. Il ne lui reste plus que ça. D'abord, la Russie possède effectivement l'une des plus grandes armées du monde. Et on se rend bien compte depuis 2 ans et demi qu'en termes de masse critique, c'est-à-dire en termes d'effectifs, en termes de munitions, en termes de capacité à se mettre en économie de guerre, ils sont effectivement aujourd'hui en dynamique. Et c'est eux qui ont l'avantage, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'arrière. On le voit. Donc pourquoi, face à ce qu'il appelle lui des provocations ou des pressions, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs avec l'aide d'Emmanuel Macron, un certain nombre de pays disent « nous ne nous fixons plus de limites parce qu'il n'y a pas de raison que
la Russie ne se donne aucune limite et que nous soyons obligés d'en mettre, que face à cela, Vladimir Poutine décide, je trouve que c'est une provocation et donc je mets mes troupes en exercice d'alerte sur l'usage de l'arme nucléaire tactique. Encore une fois, pour nous, il n'y a aucune différence entre cette arme nucléaire tactique et l'arme nucléaire tout court. Pour nous, le nucléaire, c'est le nucléaire. Ouais. Autrement dit, si jamais Vladimir Poutine, pour Dieu sait quelle raison, devait l'utiliser, même sur le champ de bataille, et même, j'allais dire, de façon extrêmement millimétrée, c'est fini. Ça aurait comme conséquence que nous considérions que c'est exactement comme s'il avait appuyé sur le bouton rouge de l'arme nucléaire stratégique. C'est la même chose. C'est une ligne rouge pour nous, même si on a dit que les lignes rouges de Poutine avaient beaucoup bougé, celle-ci pour nous est fixe en effet. Ça s'appelle la dissuasion nucléaire telle que les pays occidentaux la pratiquent depuis plus de 75 ans. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky le dit lui-même, il dit Poutine, il est peut-être irrationnel, mais il aime sa propre vie, donc l'utilisation du nucléaire est pour l'instant, selon lui, complètement exclue. Pascal. Il y a une information intéressante aujourd'hui dans le Canard enchaîné, c'est un général américain, le général Basham, qui dit en substance, quel crédit il faut lui accorder, mais enfin c'est sérieux quand même, il dit, bon, il n'y a pas de limite chez Poutine. Il ne parle pas du nucléaire, mais en revanche, et je pense que c'est ce qui devrait attirer notre attention, il n'a pas de limite dans la guerre conventionnelle. C'est-à-dire que d'abord, il veut prendre l'Ukraine, ça c'est une certitude, peut-être même ne pas s'arrêter là, revenir à la logique du containment, c'est-à-dire 500 km au moins d'écart entre ses frontières et les premiers canons de l'OTAN, si vous voulez, pour simplifier. Et l'information quand même des derniers mois, des dernières semaines, la leçon, c'est que toute l'économie russe, qui reste une économie avec des moyens, est totalement tournée vers cet objectif. Vous imaginez donc une économie qui s'est reconvertie, on a reconverti les moyens, le capital matériel et immatériel, les ingénieurs, c'est le capital immatériel, les travailleurs, et puis l'argent, les fonds, l'investissement uniquement dédié à cette économie de guerre. Donc vous mettez tout ça en ligne, je vois une espèce d'alignement, si vous voulez, de l'objectif stratégique et des moyens économiques, qui est quand même plus inquiétant, à mon sens, que les quelques manœuvres qui sont des manœuvres d'intimidation à la frontière, aux frontières de la Russie. Justement, François, quand Vladimir Poutine nous dit que tout cela, c'est en réponse des positions occidentales, il parle de quoi? Il parle du fait qu'on ait évoqué la possible présence d'instructeurs sur le sol ukrainien? Il parle de déclaration de David Cameron, le chef de la diplomatie britannique, qui a dit qu'il n'excluait pas que les armes fournies aux Ukrainiens puissent aller frapper sur le sol russe, ce qui était auparavant présenté comme une sorte de tabou ou d'interdiction ou de limite, et à la fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur le thème « Nous n'excluons rien » en dynamique, c'est-à-dire nous n'excluons pas, y compris l'envoi de troupes sur le sol russe. Parce qu'on a bien compris qu'il y avait un moment dans cette guerre, peut-être qu'il aurait même été envisagé de le faire plus tôt, mais toujours est-il que en ce début d'année 2024, il y a quelque chose qui a changé dans cette guerre, c'est qu'un certain nombre de pays occidentaux, membres de l'OTAN par ailleurs, disent « Eh bien nous n'excluons plus rien si Vladimir Poutine continue de franchir toutes les limites et toutes les lignes rouges dans ce genre de conflit. » Et notamment cette question, les Occidentaux peuvent-ils abattre des missiles russes eux-mêmes sur le sol ukrainien? Alors Volodymyr Zelensky, il l'a évoqué récemment, et on fait en sorte aujourd'hui du côté de l'Ukraine de marteler ce message assez régulièrement. Écoutez. Aucun argument juridique, sécuritaire ou moral ne s'oppose à ce que nos partenaires abattent des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien à partir de leur propre territoire. Ceux qui affirment que de telles actions constitueraient une escalade sont des manipulateurs. L'idée, elle peut faire son chemin ou c'est vraiment compliqué ça? C'est compliqué. Mais en même temps, le principe moral évoqué par Kouleba est juste. C'est-à-dire qu'on se dit, si on veut continuer à venir au secours de l'armée ukrainienne qui a de difficultés sur le terrain, y compris en termes de moyens, et si effectivement l'arme aérienne est utilisée de façon incroyablement forte, quasiment quotidienne, avec des missiles, avec des drones, avec des bombes planantes sur les populations civiles, il y a effectivement peut-être un moment où il faudra se dire, eh bien, on va prendre le relais. Mais en attendant, non. Le plus simple, le plus efficace, c'est de fournir à l'Ukraine les batteries de défense anti-aérienne qu'elle réclame depuis 2 ans. Il en faudrait 25 pour protéger au minimum les infrastructures critiques et les grandes villes du pays. Elle n'en a que 5 ou 7.
c'est notoirement insuffisant. D'autres pays en disposent, il faut les fournir. On comprend qu'il y a des difficultés logistiques, on comprend qu'il y a des difficultés politiques, mais là, le moment est vraiment venu d'accélérer ce processus de livraison de défense antiaérienne aux Ukrainiens, qui à ce moment-là n'auraient plus besoin d'utiliser cet argument de dire, eh bien, tirez depuis votre pays sur les missiles qui se destillent, enfin en tout cas qui nous ciblent directement les infrastructures stratégiques qui font qu'aujourd'hui l'Ukraine est quand même en grande partie et à certains moments dans le noir, sans électricité. Ça veut dire que tout le système qui va avec est vraiment cassé. Quand vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus de capacité de produire. Dans les hôpitaux. Mais bien sûr, vous n'avez plus d'eau aussi, parce que le système d'eau fonctionne aussi avec de l'électricité. Et ça, on a bien compris que c'était l'objectif numéro 1 des Russes, avant que les armes américaines arrivent, c'est de casser l'économie ukrainienne, casser le moral ukrainien et casser, si possible aussi, le maximum des grandes villes ukrainiennes pour que les populations les fuient afin de pouvoir progresser. Et les Allemands aussi disent qu'il faut effectivement aller plus loin, notamment dans le domaine de l'aérien. La meilleure protection contre la terreur des missiles russes consiste à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine. Près d'1 milliard d'euros a été mobilisé au niveau international pour apporter un soutien supplémentaire à la défense aérienne de l'Ukraine, mais il est absolument clair qu'il faut aller plus loin. L'Ukraine a surtout besoin de systèmes de défense complets.